Donc bonjour à tous et effectivement donc avec le CHED Charente-Poitou, l'ICITCO qui est l'école de Dunkerque et E5T, la Fondation sur la transition énergétique, le Cercle de Pâte Synergie donc nous a invités, Fabrice et moi, pour parler de ce sujet qui nous tient à cœur et sur lequel on travaille depuis bien longtemps, les aspects criminels et notamment leur impact sur notre société, puisque de plus en plus les criminels sont partie prenante de notre économie. On a de moins en moins une séparation entre d'un côté les méchants et de l'autre côté les gentils, mais on va le voir d'ailleurs dans cette présentation, on a de plus en plus une fusion de ces deux mondes, hein, celui qui est propre et celui qui est criminel. Alors aujourd'hui, le sujet, c'était de montrer en quoi finalement les paradis fiscaux qui sont décriés parfois et puis par d'autres qui sont aimés parce qu'ils permettent quelquefois de gagner un peu plus d'argent en cachant ce que l'on doit au fisc. Et en fait, on s'aperçoit que les paradis fiscaux, ça n'est pas que ça et que finalement, celui qui met quelques milliers d'euros de côté chaque année, ce n'est pas lui qui va dans les paradis fiscaux et donc c'est surtout pas contre lui que nous en avons lorsque nous luttons contre ce phénomène des paradis fiscaux. Et là, c'est justement d'en venir à l'idée que notre monde, qui est en grande difficulté sur le plan écologique, eh bien notre monde, s'il a ces difficultés, c'est aussi parce qu'il y a l'existence de ces territoires et que ces territoires n'ont pas un impact uniquement sur les budgets des États dans le monde, mais aussi sur d'autres grandes problématiques. Alors pour en parler, je voudrais quand même revenir sur qui sont les acteurs qui sont derrière tout cet argent qui va finalement passer par les paradis fiscaux. Alors les acteurs de l'argent sale, on a deux types d'acteurs, j'en parle très souvent, hein, c'est les organisations criminelles transnationales d'abord, et ça c'est très important, Fabrice va en parler longuement tout à l'heure. Mais c'est très important parce que finalement, on s'aperçoit que ces mafias, pour reprendre le terme le plus simple, sont de véritables entreprises. Et c'est pour cette raison qu'on parle bien d'organisation. Elles fonctionnent comme des entreprises, elles sont gérées comme des entreprises, elles embauchent d'ailleurs les personnes les plus pointues, les spécialistes les plus pointus. Il suffit d'aller par exemple sur le Darknet pour voir aujourd'hui qui est recruté. On a le pôle emploi du Darknet qui existe, hein, et où on va recruter des hackers, hein, les cybercriminels, ou des tueurs à gages à des tarifs très importants parfois. Mais en tout cas, ça fonctionne vraiment comme des entreprises, et ça fonctionne tellement comme des entreprises qu'elles se sont internationalisées depuis très longtemps, et surtout, elles vont aller de plus en plus vers des activités qui sont légales. Alors, parfois, justement, en ne respectant pas les règles de ces activités, mais en tout cas, elles sont de plus en plus, ces organisations sont de plus en plus dans des activités légales, et on s'aperçoit depuis quelques années même que dans certains groupes criminels, les activités légales dégagent un chiffre d'affaires plus important que les activités criminelles. C'est dire le danger, le risque imminent de ces activités, de ces acteurs, qui donc, vous le comprenez, sont de plus en plus dans notre monde, sont de plus en plus autour de nous, avec tout ce que ça peut comporter comme concurrence déloyale et comme dérive, évidemment, par rapport au respect des règles. Alors, je vous ai mis quelques exemples, hein, les mafias les plus puissantes et les plus présentes, même sur notre territoire. Alors, les cartels d'Amérique latine ne sont pas forcément sur le territoire, mais sont très liés via le trafic de cocaïne qui passe par la Guadeloupe et la Martinique. Et puis, les mafias de l'Est, Europe centrale, Balkans, évidemment depuis les années 90 que l'on retrouve. Et puisqu'on parlait du littoral, avec le cercle Boulogne-Synergie, sur le littoral du Nord-Pas-de-Calais, sur la côte d'Opale, évidemment, on a par exemple une forte présence des mafias albanaises par rapport au trafic des migrants. Et puis on a, dans ces acteurs de l'argent sale, on a une deuxième catégorie que j'ai toujours appelée les acteurs honnêtes, mais avec des guillemets,
ça va être les multinationales, les hommes d'affaires, les banquiers, les politiques, les fonctionnaires, policiers, juges, qui évidemment sont sur une approche tout à fait légale dans leur métier, dans leur activité, mais à un moment donné vont basculer pour une raison ou pour une autre. Alors lorsque ce sont des particuliers, enfin des êtres humains, des personnes physiques, ce sera parfois parce que un besoin d'argent ou la cupidité, mais pour les grandes entreprises qui sont basées un peu partout dans le monde, c'est parfois presque une obligation du système. Je pense à une organisation comme, enfin une entreprise comme Total. Total, évidemment, lorsque vous allez forer du pétrole en Afrique ou les lapidaires qui vont chercher des pierres précieuses, évidemment, ces entreprises se retrouvent au milieu d'un monde qui est entre le légal et l'illégal et parfois complètement dans l'illégal. Il y a aussi évidemment tout ce qui concerne la corruption et la fraude fiscale qui est au cœur aussi de cet argent sale et qu'on retrouve évidemment chez ces acteurs honnêtes. Et pourquoi parler de ces organisations? Eh bien, c'est pour vous montrer aussi le poids de ces organisations dans notre économie. Alors déjà, vous voyez là un exemple, hein, enfin quelques éléments sur leur puissance en termes de moyens humains. Et j'attire votre attention sur, par exemple, les triades hein, en Chine, qui rassemblent au total à peu près 1 million de personnes dans le monde. Alors 1 million par rapport au nombre d'habitants en Chine, c'est peu, mais ça représente quand même beaucoup hein, de se dire qu'il y a voilà, des groupes mafieux communautaires qui rassemblent déjà 1 million de personnes en permanence. Donc voilà, quelques chiffres hein, que vous pourrez avoir bien évidemment. Mais ces acteurs vont produire des sommes qui sont aujourd'hui colossales. Alors, je vais vous donner évidemment une approximation. Hein. On a du mal à avoir le chiffre exact, vous le comprenez. Mais si je prends les organisations criminelles transnationales, elles vont produire ce qu'on appelle l'argent noir et les autres vont produire ce que j'appelle de l'argent gris. Hein. Et donc, si on parle d'argent sale, c'est cet ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a comme somme sur ces différents niveaux? Si je prends l'argent noir, voilà ce que ça représente. Hein. Ça représente aujourd'hui à peu près un PIB de 2500 milliards de dollars, c'est-à-dire que le crime dégage dans le monde chaque année à peu près autant que la France et autant que tout le continent africain. Hein, ça, je crois que c'est des chiffres vraiment qui sont parlants. Moi, même au bout d'une vingtaine d'années sur ce sujet, je suis surpris de cette augmentation exponentielle du produit criminel brut, hein, donc du PIB des activités criminelles, des richesses que dégage le crime. Et on en est aujourd'hui effectivement à un empire criminel qui pourrait être invité au G8 puisque ça en ferait la 8e puissance mondiale, à peu près au même niveau que la France. Et encore une fois, hein, le 2500 milliards, c'est autant que tout le continent africain. Alors, qu'est-ce qu'on a comme activité? Et on verra justement tout à l'heure, juste après avec Fabrice, plus particulièrement les crimes environnementaux, mais regardons globalement tout ce qui peut être dégagé dans ces activités criminelles. Donc je vous disais 2500 milliards de dollars pour les activités criminelles et pour les autres activités, donc je parlais de l'argent gris tout à l'heure, les activités délictueuses, on en est à 3 fois plus, c'est-à-dire à peu près 7500 milliards. Donc il faut bien avoir en tête que les activités interdites dégagent environ 10 000 milliards de dollars de richesse chaque année. Alors, si je reviens sur l'argent noir, c'est-à-dire l'argent du crime, l'argent des criminels, vous avez évidemment comme première activité principale le trafic de drogue. Alors, le trafic de drogue, selon les années, et ça avec Fabrice, on a souvent des échanges sur le montant, sur le chiffre d'affaires du trafic de drogue. Ça change beaucoup d'une année sur l'autre, tout simplement parce que les prix changent énormément. Je vous disais que les criminels fonctionner comme des entreprises, eh bien, par exemple, en période de crise, il faut baisser le prix parce que les gens ont moins d'argent.
Parfois, on augmente le prix parce qu'il y a pénurie. Hein, donc, on retrouve vraiment l'offre et la demande du marché, tout simplement. Et là, justement, avec la crise de la Covid, on a assisté à une baisse des prix à un moment donné, puisque les stocks grossissaient avec les couvre-feux, avec les confinements. Évidemment, c'était beaucoup plus compliqué pour les trafiquants, hein, pour les dealers, d'être dans la rue et de vendre. Et donc, des stocks se sont constitués et les prix ont baissé. Mais en général, on est, si je veux donner une fourchette, on est entre 500 et 1000 milliards de dollars chaque année. C'est la première activité mondiale en termes criminels, qui sera certainement dépassée par d'autres activités bientôt. D'ailleurs, la cybercriminalité est en train de dépasser, mais ça, la cybercriminalité, on va en parler, mais ça englobe beaucoup plus d'éléments disparates. Mais en tout cas, donc le trafic de drogue entre 500 et 1000 milliards, et sur ces 500 à 1000 milliards, vous allez avoir les 3/4 qui seront blanchis. Et donc, vous voyez, c'est déjà des centaines de milliards qui sont déversés dans le monde et qui vont passer par nos circuits. Et on va voir justement que ça passe aussi par les circuits des paradis fiscaux. Alors, pourquoi parler de la drogue ici? Eh bien, tout simplement parce que la drogue a un impact direct sur l'environnement et sur toutes les problématiques écologiques, puisque on a l'habitude de dire que à chaque fois qu'il y a une consommation d'1 gramme d'héroïne, c'est 4 mètres carrés de forêt qui sont détruits. Donc, vous voyez, quand on connaît le nombre de tonnes, hein, d'héroïne consommée chaque année, vous voyez le nombre finalement de terrains de football qui sont détruits en Amazonie, hein, puisque une partie de cette drogue donc va être produite en abattant des arbres dans les forêts tropicales. Donc, vous voyez, rien que sur cette question, on s'aperçoit déjà qu'il y a un problème entre cette criminalité et l'environnement. Alors, ce trafic de drogue, évidemment, atteint l'ensemble des pays, avec certains pays maintenant qui sont visés plus particulièrement, et je pense notamment au continent africain, qui est vraiment l'objectif depuis quelques années des trafiquants de drogue dure, hein, puisque c'est un marché qui n'était pas encore tellement pénétré par les trafiquants. Alors, deuxième grande activité, je vais me passer très rapidement, mais c'est le trafic d'êtres humains. Alors, évidemment, dans les migrations notamment, hein, je passe de côté tout ce qui concerne le proxénétisme, puisque c'est un peu éloigné du sujet, mais sur le trafic de migrants, on connaît bien toute la difficulté autour de cette migration qui devient de plus en plus massive et qui va poser de graves problèmes, des pénuries, mais aussi une migration qui vient justement des problèmes environnementaux. Donc c'est un peu dans les deux sens d'ailleurs. Et ce trafic d'êtres humains, évidemment, cette migration se fait plus facilement avec les mafias qui vont faire passer les migrants d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Et on a une organisation comme ça depuis l'Afrique qui va remonter eh bien, comme je disais, jusqu'à nos côtes nord en France, avec au passage les organisations criminelles turques, les organisations criminelles libyennes, les organisations criminelles des Balkans et évidemment, je parlais des Albanais, les mafias albanaises qui sont spécialisées dans ce trafic. On a évidemment tout ce qui est vol, contrebande, contrefaçon, hein, qui regroupe à peu près la même dialectique criminelle. Si je prends la contrefaçon, évidemment, là aussi, on va avoir un impact sur l'environnement avec tous les risques que ça peut dégager. Je pense pour la contrefaçon à l'usage de produits illégaux, de produits interdits. Et alors, je crois que quelqu'un a laissé son micro ouvert. Donc, l'utilisation de produits illégaux, de produits interdits, de produits qui peuvent avoir un impact sur l'environnement extrêmement délétère. Toujours un petit peu compliqué avec les micros ouverts. Et donc, c'est la police qui nous espionne. Là aussi, on voit le lien direct entre ces usages et les impacts environnementaux et même sanitaires
Je cite très souvent un exemple parce qu'il m'avait frappé hein, sur les aspects sanitaires, mais il y a une région des Philippines où de la contrefaçon de Nivaquine, et là c'est vraiment un sujet d'actualité, hein, je vous rappelle que la Nivaquine n'est pas très loin de la chloroquine. Donc la Nivaquine pour traiter, en tout cas prévenir du paludisme, eh bien, il y a eu de la contrefaçon qui a été vendue en masse dans une région des Philippines. Et du coup, les moustiques ont muté. Hein, donc là, on est vraiment évidemment dans une histoire de biodiversité. Les moustiques ont muté et ont tellement muté qu'ils sont devenus aujourd'hui résistants à la Nivaquine. Et donc, vous avez cette région du monde, hein, dans les Philippines, cette région du monde où personne ne peut aujourd'hui se protéger du paludisme parce que les moustiques sont devenus résistants à ce médicament. Donc là aussi, on a des impacts. Hein. Alors, je passe tout ce qui est utilisation de pesticides, d'herbicides. Le vide, c'est lequel, non? Le charme ou... Non, pas. Je crois que c'était M. Bléard. Au manoir de Isque. Qui a laissé son micro ouvert. Antoine, est-ce que tu peux couper ça doit être Thierry Bléard qui a dû laisser son micro. Ouais. Est-ce que tu as la possibilité de couper? Parce que là, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Merci. Ensuite, on a évidemment la cybercriminalité. Il faudrait sortir M. Bléard, ce sera peut-être plus simple. Ouais, voilà, ça y est, c'est coupé. La cybercriminalité, j'en ai parlé. Alors là, on peut y voir hein, des liens parce que justement sur tout ce qui concerne la transition énergétique et l'usage justement du numérique autour de la cybercriminalité, évidemment, on a un usage qui est détourné, qui peut être extrêmement néfaste sur les activités humaines. Mais je l'utilisais juste parce que comme il y a beaucoup de chefs d'entreprise ou en tout cas de personnes liées aux activités économiques du pays qui sont présentes, juste pour dire que justement par rapport à la drogue, la cybercriminalité est en train de passer largement devant, hein, si on prend l'ensemble de la cybercriminalité, puisque aujourd'hui on peut estimer que le coût pour les entreprises est à peu près de 1200 milliards, certains avancent même le chiffre de 2000 milliards de dollars chaque année. Donc 1200 milliards, alors qu'il y a 4-5 ans, je parlais, en tout cas les chiffres que nous avions étaient autour de 600 milliards, c'est-à-dire qu'en 3 ou 4 ans ça a doublé. En gros, on ajoute 200 milliards de coûts pour les entreprises chaque année à cause de la cybercriminalité. Donc 1200 milliards, ce sont les derniers chiffres. Je pense d'ailleurs que les prochains seront bien plus élevés, puisqu'avec la crise sanitaire, on a eu une explosion de la cybercriminalité. Pour ne prendre qu'un seul chiffre, hein, entre mars et mai 2020, donc tout au début de la crise, la cybercriminalité a augmenté de 42% en Europe. Hein, on a eu quasiment la moitié d'attaques en plus, et avec évidemment des coûts pour les entreprises, aussi un petit peu pour les particuliers, qui a augmenté dans les mêmes proportions. Et puis, on a le crime contre l'environnement. Alors là, je vais faire un tour rapide hein, de la question, puisque je vais plutôt laisser Fabrice creuser cette question juste après moi. Les crimes contre l'environnement, c'est évidemment le trafic de la faune, enfin les trafics de la faune et de la flore. Alors pour vous donner un chiffre, hein, là c'est l'ONU qui nous donne ce chiffre. Hein, si on ne prend que le trafic des espèces sauvages, hein, protégées notamment, on est à un ordre de grandeur de 8 à 10 milliards de dollars par an. Hein, donc c'est colossal. 8 à 10 milliards de chiffre d'affaires donc autour uniquement des espèces sauvages. Si je prends le trafic d'ivoire, c'est à peu près 400 millions de dollars rien que sur le trafic d'ivoire chaque année. Et on s'aperçoit d'ailleurs que, puisque les pays normalement doivent émettre des rapports sur justement toutes leurs actions en termes de protection de l'environnement, protection de la faune et de la flore, on s'aperçoit que sur à peu près 200 pays dans le monde qui sont soumis à cette obligation,
vous n'en avez qu'environ 70 qui vont justement envoyer ce rapport. Et donc, on imagine tout ce qui peut se passer chez ceux qui n'ont même pas de rapport. Je ne parle même pas des rapports et de la fiabilité de ces rapports obligatoires, mais vous avez donc plus de la moitié des pays qui ne reportent jamais les chiffres sur ces questions-là. Donc, sur le trafic de la faune et de la flore, évidemment, on a un impact extrêmement important, et si les espèces menacées sont en train de disparaître de plus en plus vite, c'est essentiellement à cause de la criminalité, évidemment, et de la criminalité internationale. On a aussi dans les crimes contre l'environnement les traitements des déchets et des eaux usées. Alors là aussi, on a énormément de problèmes. Je laisserai peut-être Fabrice dire un mot sur l'Italie. Enfin, en tout cas, il abordera plus particulièrement l'Italie et ce problème, parce que c'est un problème vraiment extrêmement important. Vous avez donc les déchets ménagers ou les déchets hospitaliers qui peuvent être traités par des groupes criminels. Alors quand je dis groupe criminel, c'est essentiellement des gens donc, qui ne vont pas respecter les normes en termes de traitement de ces déchets. L'exemple, c'est la carrière désaffectée sur laquelle on va déverser tous les déchets possibles, du BTP, les déchets ménagers, les déchets des hôpitaux, des cliniques. C'est aussi les constructions de routes où on va finalement étaler les déchets et puis recouvrir du bitume, et comme ça on aura une belle autoroute, mais avec en dessous, vous imaginez tous les problèmes qu'on pourra avoir avec les infiltrations d'eau, et puis les eaux usées qui finalement ne sont pas traitées et qui se déversent directement dans les rivières ou dans la mer parce que ce sont des groupes criminels qui en ont la gestion. Et donc, vous voyez l'impact sur l'environnement, il n'y a pas trop besoin de dessin, entre les eaux usées qui partent directement en mer et puis l'infiltration par les eaux de pluie dans les nappes phréatiques. On a du coup des terrains entiers, des territoires entiers qui vont être contaminés par cette eau qui est totalement pourrie par tout ce qui peut passer dans ces nappes phréatiques. Donc on a de véritables problèmes avec parfois même, et là je reprends le sud de l'Italie, mais je laisserai Fabrice en parler, le lait de certains ruminants qui est contaminé justement par ces pollutions. On a aussi, dans les crimes contre l'environnement, les fameux bateaux poubelles. Alors, les bateaux poubelles, ça n'est pas en soi un problème de crime contre l'environnement, mais on sait que par les pavillons de complaisance, on a des bateaux qui circulent et qui ne sont pas ou peu contrôlés lorsqu'ils arborent certains pavillons. Donc, ces pavillons de complaisance, en fait, ce sont des paradis fiscaux pour les armateurs et les bateaux, enfin, en tout cas pour certains d'entre eux. Et on a aussi un contrôle très faible sur certains de ces pavillons, très faible de la sécurité des bateaux, mais aussi de l'expertise et de la compétence des marins. Et donc, évidemment, on peut avoir ces bateaux qui posent des problèmes, notamment en échouant là où ils ne devraient pas échouer. Mais on a aussi des bateaux poubelles qui sont utilisés par les mafias pour éliminer, encore une fois, des déchets, des éléments toxiques, de l'amiante, des boues toxiques, de la dioxine. On va charger le bateau et on va couler ce bateau au large, et comme ça, vous aurez traité tous ces flux. Et donc là, vous voyez que ce que j'ai dit sur les traitements des déchets, ajouté à ces fameuses histoires de bateaux poubelles, on se retrouve avec des régions où les eaux sont totalement contaminées et vont provoquer parfois le développement anormal, en tout cas, de certains cancers pour ceux qui habitent dans ces régions. On a aussi les mafias des sables, juste un mot, les fameuses mafias des sables, ce sont ces groupes qui profitent du besoin actuel grandissant de sable, alors du sable pour justement lutter contre l'érosion, on en amène sur les territoires, enfin les littoraux les plus riches qui peuvent donc acheter ce sable pour éviter l'érosion. On a le BTP qui en consomme évidemment énormément, et par ce fait, on se retrouve avec des groupes criminels qui flairent la bonne affaire et qui vont exploiter là où c'est contrôlé, là où c'est interdit, qui vont exploiter le sable. Et donc, les conséquences, évidemment, sur l'environnement, c'est d'abord l'érosion
de ces plages qui vont être exploitées. Je pense plus particulièrement à l'Inde ou au Maroc, hein, pour pays pour lesquels c'est un véritable fléau. Et donc, on va avoir une érosion encore plus importante des littoraux de ces pays parce que les mafias des sables vont exploiter au maximum ces plages dans ces pays. On a aussi un problème sur la biodiversité parce que, à cause de l'érosion ou parce qu'on veut gagner sur la mer, on va amener du sable. Et je pense par exemple à Singapour, hein, qui a gagné sur la mer 120 km². Et bien, pour gagner 120 km², vous imaginez la quantité de sable qu'il faut ramener. Et donc, là encore, derrière, des groupes mafieux qui en profitent. Et puis, il y a aussi un danger dans la construction, puisque, comme je vous le disais, on a besoin de sable dans le bâtiment. Le problème, c'est quand les mafias, quand les groupes criminels exploitent le sable, évidemment, elles ne l'exploitent pas dans les bonnes conditions. Et notamment, c'est du sable qui, très souvent, n'est ni lavé ni nettoyé, et donc qui met en danger et qui augmente le risque de malfaçon dans la construction, bien évidemment. Et puis, on a l'exploitation forestière. Là, c'est un petit peu le sujet que je regarde de très près. L'exploitation forestière, puisque évidemment, il y a une protection. Alors, bon, pour le Brésil, ça a un petit peu changé avec les nouveaux dirigeants, mais on a une exploitation forestière qui est parfois protégée, et même lorsqu'elle est protégée, évidemment, les groupes criminels vont exploiter le bois, puisqu'on a là aussi besoin d'énormément de bois, le bois exotique notamment. Et on se retrouve, alors j'avais relevé quelques chiffres, hein, l'exploitation illégale des forêts, ça représente à peu près 20 à 40% du bois tropical dans le monde. C'est-à-dire qu'on a entre 20 et 40% du bois tropical qui est vendu dans le monde qui provient d'exploitation illégale forestière. Et ça représenterait à peu près 11 milliards de dollars, donc vous voyez, c'est comparable aux espèces sauvages, à peu près 11 milliards de dollars de gains pour ceux qui l'exploitent. Voilà ce que j'avais à vous dire rapidement pour dresser un panorama rapide mais synthétique et complet de la question des criminels et de l'argent criminel. Et donc, je laisse maintenant la parole à Fabrice, hein, qui va partager à son tour l'écran pour vous parler plus particulièrement des écomafias. Donc, c'est à toi, Fabrice. Voilà, bonjour à tous. J'ai pu donc activer mon micro. On va prendre 10, 15 secondes, voire 30 pour bien faire les choses, parce que j'ai l'habitude avec mes étudiants, si on ne fait pas ça correctement, on n'y arrive pas. Alors, tout d'abord, est-ce que vous voyez bien mon PowerPoint? Oui, pas de problème. Super. Il est assez grand, Eric, ça va? Bon, super. Alors, encore bonjour et merci beaucoup de cette invitation. On m'a donné une mission, je l'ai donc respectée scrupuleusement. C'était plutôt de parler de l'Italie, dont je suis spécialiste. Mais enfin, vous allez voir que l'Italie, c'est pratique parce qu'il y a plein d'images. Je suis venu avec plein de photos. C'est un pays où on peut regarder à travers. C'est très transparent. On peut y voir la mafia, la corruption. Mais du coup, ça permet aussi que ce soit bien étudié. Et ça permet donc, à mon avis, de bien s'interroger sur nous-mêmes. Et si on veut changer les choses, on va voir qu'en matière de criminalité environnementale, les méchants ne sont pas toujours ceux que l'on croit. La criminalité environnementale, pour moi, c'est un cas d'école de géopolitique critique, c'est ce que j'enseigne à l'université, critique. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a les méchants, mais on peut peut-être regarder du côté de la sphère légale s'il n'y a pas des responsabilités. Parce que vous savez, on ne peut pas trop agir sur les gangsters, on peut les mettre en prison, mais s'ils ont envie de faire des méchancetés, ils ont envie, ils vont les faire. Par contre, on peut beaucoup plus agir sur la sphère légale, à mon avis. Et alors, en plus, ce qu'on a appelé les écomafias en Italie, je vous donnerai la définition, pour moi, c'est vraiment un paradigme d'intégration juridique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se focaliser du côté du droit pour comprendre comment ça fonctionne. Alors, ça peut vous paraître loufoque, mais heureusement, il n'y a pas que moi qui pense ça. Je fais mienne la définition de cette vision du monde de la part de ces deux universitaires, Bonucci et Macaglia. Il n'y a pas d'un côté une économie légale et de l'autre une économie illégale, mais une seule économie dont les composantes sont enchevêtrées et solidaires.
Et c'est ce que nous montre la criminalité environnementale. C'est pour ça que c'est un cas d'école. Tout d'abord, quelques réflexions conceptuelles. L'histoire de l'environnement et les relations internationales et la géopolitique, c'est quelque chose de récent. Avant, la nature, on l'exploite, on s'en fout. Toutes les entreprises déversent leurs produits toxiques dans la rivière et c'est normal. Et c'est bien, la nature est là pour ça. C'est que très récemment, qu'on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la première prise de conscience, c'est ce livre, Le printemps silencieux de Rachel Carson, c'est sur les pesticides. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des bébés qui naissaient mal formés. Donc, on est allé remonter aux sources de l'agriculture intensive, on a découvert les pesticides. Plus tard, il y a eu la réflexion sur la croissance. Il arrive un moment où toujours plus de pétrole, le choc pétrolier, là, on va réfléchir à cette idée d'économie de marché, toujours plus de croissance. On va mettre en place des concepts de développement durable, c'est-à-dire qu'on va vouloir continuer à croître, mais durablement. On va mettre en place des agendas 21. J'ai été élu local 6 ans, et je peux vous dire à quel point il est difficile de respecter les agendas 21. Tout ça pour vous dire quoi? Que c'est seulement récemment, dans les années 90, qu'on a pris conscience que l'environnement était un bien public global, un bien d'intérêt général, un bien qui nous appartient à tous. Le problème, c'est qu'on va vouloir le protéger, et à vouloir le protéger, eh ben, ce bien, il va avoir une valeur. Et on va avoir un effet ciseau. Alors là, je m'adresse à tous ceux qui savent manier un budget. Pour être sincère, moi, je ne sais pas manier un budget, sauf qu'en devenant élu local, il a bien fallu que je mette le nez dans le budget de ma commune. Et là, j'ai compris ce que c'était qu'un effet ciseau. En fait, l'effet ciseau ici, c'est ce que je vous dis, l'environnement a une valeur. Donc, ça devient difficile d'en profiter gratuitement. On ne peut plus déverser gratuitement ces bouts toxiques dans la rivière. Il faut payer pour recycler ces bouts toxiques. Donc, ça fait augmenter, je ne sais pas si vous me voyez en même temps sur la caméra, ça fait augmenter le prix de l'environnement. Il devient plus cher. Dans le même temps, on est dans un monde où il y a, c'est un autre cadre géopolitique, où il y a un affaiblissement de l'autorité et de l'État. Alors, pour moi, elle se manifeste comment? La baisse du nombre de fonctionnaires. Car je suis désolé, il y a des gens qui vous disent que le nombre de fonctionnaires augmente, c'est faux. Il baisse et en plus la population augmente, donc les fonctionnaires baissent encore plus. J'en veux pour preuve que les inspecteurs du travail, la répression des fraudes, tout ça, il y en a moins qu'avant, en France et ailleurs dans le monde. Donc, le bien, lui, il est beaucoup plus cher et les contrôles, eux, sont beaucoup moins importants. C'est ce qu'on appelle un effet ciseau. Et là va se nicher la criminalité organisée, qui va en plus bénéficier de quelque chose d'important qui revient souvent dans le crime organisé, c'est en réalité, ce sont des infractions qui ne coûtent pas cher, 5 ans de prison maximum pour le déversement de déchets, etc. Ce n'est pas 30 ans de prison pour la drogue. Et en plus, ça peut rapporter beaucoup. Donc, vous avez un effet ciseau, c'est le cadre géopolitique, puis vous avez quelque chose qui est classique dans la criminalité, c'est si ça coûte pas cher en prison et que ça peut rapporter gros, eh bien, on va se jeter dessus. Il y a un contre-exemple, la drogue, c'est beaucoup de prison, mais ça rapporte tellement qu'on en fait quand même. Je ferme la parenthèse. Alors, nous ne sommes absolument pas coordonnés avec Éric Vernier sur nos interventions et je note que nous avons les mêmes acteurs de la criminalité environnementale, c'est-à-dire pas que les mafieux, mais les acteurs économiques légaux, les entreprises, petites et grandes, mais plus on est grand, plus on en fait, les administrations qui valident ce qui est un déchet toxique, ce qui ne l'est pas, et les organisations criminelles. Donc, c'est un ensemble qui est beaucoup plus complexe que les seuls gangsters. Alors, pourquoi parler de l'Italie? Parce que les Italiens, dès qu'il s'agit de criminalité, ils font tout mieux que tout le monde. C'est-à-dire qu'ils inventent la mafia, mais ils inventent aussi l'antimafia. Et donc, par exemple, le terme écomafia vient d'Italie, elle est dans le dictionnaire depuis 1994. Ça définit les activités criminelles qui portent atteinte à l'environnement. Les activités, on va les voir, pas les acteurs. C'est le trafic de déchets fait par les mafias. Ces mots ont été longtemps employés dans les rapports internationaux de l'UNESCO pour le trafic d'œuvres d'art, etc. Et évidemment, comme le mot mafia est quand même un peu emprunté à l'Italie, on a commencé à développer un autre vocabulaire, criminalité environnementale, écocrime, écocide. Il y a toute une réflexion maintenant depuis plus de 20 ans là-dessus, mais encore l'Italie a été moteur là-dessus parce qu'on a vu ces phénomènes, on les a étudiés et on les a rendus publics, ce qui est très appréciable pour l'Italie. Alors, vous avez une typologie.
le pillage des biens culturels, appelé aussi archéomafia. Vous voyez, quand on va, par exemple, lorsqu'il y a des fouilles, vous avez tout de suite des gens qui préviennent la mafia pour aller retirer les vases étrusques, les médaillons mérovingiens, que sais-je. Alors, vous allez me dire, quel rapport avec l'environnement? Ben, c'est parce que ça participe de la définition philosophique de l'environnement, c'est-à-dire ce bien public. Quand on vole un vase Ming ou un vase étrusque ou un tableau précieux, bien qu'il puisse être la propriété d'un propriétaire privé, on estime qu'il a une valeur mondiale universelle. Donc ça rentre dedans. Mais on est d'accord que c'est un grand écart conceptuel entre le vol de tableaux et le trafic de déchets. Il y a deux mondes, mais ça serait de la même philosophie. Les atteintes aux vivants, tout le trafic d'espèces végétales, Eric en a parlé, le bois. Moi, je vous renvoie à un cache investigation sur le bois, superbe, voilà, qui vous montre même comment on récolte du bois illégalement en Indonésie, qu'on va transformer en légal pour arriver dans une célèbre marque de meubles que je ne citerai pas. Il y a des limites à la provocation, au procès en diffamation. Dans les atteintes aux vivants, il y a les animaux, qu'ils soient vivants ou morts. Morts, alors voilà, parce qu'il paraît que les Chinois ont besoin de pénis de tigre pour être des hommes valeureux. Donc, il y a un marché d'animaux morts. Les animaux vivants, c'est la mode de ramener son petit perroquet ou sa petite tortue rare à la maison à Paris, sauf qu'elle n'est pas faite pour vivre à Paris. Elle n'est pas faite pour vivre à Paris. Voilà, ça, c'est les nouveaux animaux de compagnie. Les douaniers en arrêtent sans arrêt. Et puis, vous avez tout ce qui est autour des combats de chiens, des combats de coqs, etc., qui sont très prisés par le crime organisé. Et donc, voilà, on utilise des animaux alors qu'on ne devrait pas les utiliser pour cela. Il y a le cycle du ciment et le cycle des déchets. Et comme je vais me concentrer sur le cycle du ciment et le cycle des déchets, pour être au plus proche des problématiques de cette conférence, je ne les définis pas, on va les voir ensemble. Quelques chiffres je vous ai dit que c'était public, quelques chiffres grâce à cette fantastique association de préservation de l'environnement qui s'appelle Legambiente, la Ligue de l'environnement, qui produit un rapport depuis 1982, en italien malheureusement, disponible sur Internet dans sa version courte, et vous pouvez acheter le livre. J'ai un collègue à moi qui avait fait une thèse à la Sorbonne et à la Sapienza de Rome, qui avait pris tous les chiffres entre 1997 et 2002, qui vous dit, rien que pour l'Italie, ce qu'ils ont calculé eux, et d'ailleurs, ça rentre en contradiction, entre guillemets, apparente avec les chiffres d'Éric Vernet qui sont globaux. Parfois, il y en aurait suffisamment en Italie, ça correspondrait aux chiffres mondiaux qu'on cite. Mais on va les prendre comme tels. 70 milliards de revenus de ces activités qui altèrent l'environnement, de la typologie dont je vous ai parlé. 18 milliards pour l'année 2017, 25 000 infractions en 2008, 70 par jour en 2009, une tous les 3 heures, le nombre de personnes mises en examen, selon les années. Vous notez sur la droite que 50% de ces délits ont lieu dans les 4 régions dites de présence mafieuse historique, Sicile, Calabre, Campanie et Sacra Corona Unita, ce qui semble vouloir dire 2 choses. Il n'y a pas que les mafias qui font du trafic de déchets, on va le dire comme ça. Par contre, les mafias ont une tendance lourde, ce qu'on appelle en géopolitique, c'est qu'ils sont forts dans puisqu'ils en font 50% à eux tout seuls. Ça peut vouloir dire ça. Vous avez j'ai pris des photos pour vous montrer ce qu'on pouvait voir sur Internet publiquement. Plus c'est noir, plus les régions d'Italie sont concernées. On voit bien que plus on va au sud, plus il y en a. Mais le nord, là, vous avez une répartition, le nombre d'infractions. C'est en italien, mais c'est plutôt visuel. Voilà, ça c'est 2014 et ça c'est 2018. Voilà, 14 milliards d'euros. Voilà. Et encore une fois, plus on va au sud et plus on a un pourcentage important de ces activités criminelles qui altèrent l'environnement. Alors, j'ai choisi le cycle du ciment. Pourquoi? Parce que je voudrais bien qu'on comprenne que tout ceci est une histoire de cycle. Je ne vais pas vous mettre 300 000 chiffres pendant cette demi-heure online, mais plutôt, on va essayer de comprendre les mécanismes. C'est un cycle de plusieurs infractions, de plusieurs mauvais comportements. Tout d'abord, en Italie,
on construit sans permis. Le citoyen, au sud de l'Italie, construit un deuxième étage. Donc pour ceux qui ont l'habitude de se balader en Sicile, ils ne comprennent pas, ils voient plein de deuxième et troisième étages qui sont construits mais vides. Alors, ils construisent en prévision. On ne sait jamais si mes enfants, en réalité, les enfants ne restent pas dans le sud, donc le truc reste vide. Mais ce n'est pas que de leur faute à ces pauvres citoyens. C'est parce qu'il y a un déficit de l'administration qui ne donne pas de permis de construire ou qui ne donne pas de réponse. Ou qui donne une réponse si on connaît un mafieux. C'est un truc, ça aussi. Donc, le citoyen, quand il n'a pas l'administration qui joue son rôle, il prend des libertés. Il construit sans permis. Et alors, si vous pensez que le citoyen, c'est le responsable de tout, en fait, je vais vous expliquer que 80% des constructions sans permis sont en réalité le fait d'entreprises et non pas de citoyens. Parce qu'il faut avoir été entrepreneur pour comprendre à quel point il est parfois difficile de faire ces arbitrages. On a une nouvelle commande, on croit, on a besoin de stocker, mais on sait très bien que si on se met à investir des millions d'euros dans un nouveau entrepôt, on ne va peut-être pas pouvoir l'amortir sur 3 ans. Alors, vous savez ce qu'on fait? On s'agrandit sur le terrain d'à côté, sans permis. C'est pas bien, c'est illégal. Mais il y a peut-être un monde à inventer pour que ça ne soit pas si difficile de croître sans que on s'engage sur 10 ans d'investissement. Je dis ça, je ne suis pas banquier, je ne suis pas financier, mais il faut comprendre juste ça. Alors, par contre, ça ne suffit pas pour expliquer le cycle, parce qu'il arrive un deuxième acteur qui s'appelle le monde politique, qui lui, il arrive, et puis il fait des lois de régularisation. Donc, trois lois de régularisation en 20 ans en Italie, allez hop, toutes les constructions sans permis sont validées. Vous imaginez bien que c'est une incitation à construire à nouveau sans permis. Et je ne vous dis pas non plus le marché clientélaire qu'il y a en politique. Je vote pour le candidat qui va promettre une régularisation de construction sans permis. Vous comprenez le premier cycle, construction sans permis, administration défaillante, entrepreneurs légaux qui jouent la carte de l'illégalité et politiciens qui vient ici valider tout le cycle. Comparaison des paraisons, mais en France, il y a un truc qui s'appelle la validation automatique quand on demande un acte administratif. Donc, par exemple, une construction sans permis, au bout de 2 mois, si on ne vous répond pas, le permis est valable. Ce qui oblige les administrations à jouer leur rôle. Ce n'est pas inintéressant comme mécanisme. Hein. Voilà, ça n'existe pas en Italie. Alors, ça se manifeste comment en images? Quand j'ai cherché ce qu'on appelle des éco-monstres, c'est-à-dire des grandes constructions qui ne sont pas achevées, en l'occurrence à cause de la magistrature, les méchants, ils ont mis fin au chantier, j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé cette photo très mal pixelisée, mais je ne savais pas où elle avait été prise. Alors, comme je vais régulièrement en Italie, je prends des photos, je cherche, j'ai trouvé. En fait, ça se passe en Sicile. Là, c'est moi qui ai pris la photo. Et il y a plein de constructions sans permis, même s'il y en a qui sont habitées en bas. Hein. Donc, il y en a qui ont été régularisées, je ne sais pas comment, hein, pour tout vous dire. Mais regardez bien encore cette photo. Tout là-haut sur la montagne, la construction sans permis. Alors, c'est le mont Pelé à la sortie de Palerme. Il fait une chaleur de 50 degrés 6 mois par an d'avoir construit des baraques là-haut du point de vue de l'environnement, etc. Ces maisons ont été construites en 82 par la mafia sicilienne, du moins par un mafieux sicilien. Et depuis 95, elles sont saisies et elles ne sont pas habitées tout en haut. Voilà. Ce sont les conséquences d'une pratique illégale qu'on appelle le cycle du ciment. Alors en Italie, on construit, je vous ai dit, c'est très visible l'Italie, on construit illégalement à côté du patrimoine mondial de l'UNESCO, ici la Scala dei Turchi, cette magnifique falaise blanche en Sicile. On construit des hôtels si près de la mer que quand la mer monte, l'hôtel il est les pieds dans l'eau, c'est le cas de le dire. On construit des verrues horribles à flanc de montagne ici. À ma droite, la maison de Berlusconi en Sicile, en Sardaigne, qui a été construite alors qu'il y avait justement une zone archéologique protégée. Voilà, il a quand même pu construire sa maison. Et ce cycle amorce un autre cycle qui est dans le cycle, hein, vous allez me suivre, ce qu'on appelle les excavations illégales. Alors, Eric a parlé de la mafia du sable. Eh bien voilà qu'on creuse impuniment le lit des rivières, où ici, à flanc de maison, je ne donne pas cher des maisons dans quelques temps qui sont ici, et on a besoin du sable pour faire les constructions illégales dont on a parlé. Mais tout ceci est encore une fois un cycle.
Comparaison n'est pas raison, mais la France, le ciment français s'est construit en allant chercher le lit des rivières, qui fait aujourd'hui beaucoup d'inondations dans des fleuves français. Tout ceci ne serait pas non plus possible sans changer d'échelle, c'est-à-dire le conditionnement des appels d'offres publics pour les grands chantiers. Alors, on connaît le mécanisme par la mafia qui, en sous-traitant, vient par la violence ou la corruption, obtient des marchés, par exemple, pour faire l'autoroute entre Naples et Reggio, et vous regardez les reportages à la télé, vous voyez que le goudron est de très mauvaise qualité, que la galerie s'écroule, tout ça, c'est vrai. C'est un phénomène très important en Italie, c'est difficile de se développer parce que la mafia y est présente par la violence et la corruption. Mais encore une fois, il y a une réflexion à avoir en changeant d'échelle, à mon avis, beaucoup plus importante, sur ce qu'on appelle les grands travaux inutiles et imposés. Alors, moi, j'adore le foot, donc je vous ai mis mon stade préféré à droite, le stade San Siro à Milan. Personne n'est parfait. Mais lorsqu'on l'a rénové, il a coûté des milliards et après, on a découvert qu'il y avait des problèmes dans les appels d'offres. Le train à grande vitesse, c'est bien le train, on va y revenir, mais parfois, ce n'est pas si utile et ça fait creuser des galeries, l'écologie, le sable, qu'est-ce qu'on fait du remblai, etc. Je vous passe parfois l'idée qu'on construit des stades dans des déserts de football. Ils servent pour une manifestation, la Coupe d'Europe, la Coupe du Monde. Je vous renvoie à ce qui s'est passé en Grèce, où on a construit l'olympisme et puis tout ceci, après, n'a servi à rien. Je vous parle bien d'écologie, je vous parle bien d'environnement. Mais tout ceci est lié, grand, inutile et imposé parce qu'il faut le dire, le débat démocratique autour des grands travaux dans à peu près tous les pays du monde n'existe pas. À la fin, c'est une commande politique parce que les politiques pensent qu'il faut faire, qu'il faut beaucoup faire, qu'il faut montrer, et il y a ce fameux chantage à l'emploi. Donc en Italie, on veut faire un pont entre Messine et la Calabre, et on sait que ça sera une catastrophe environnementale. Il y a un projet qui lie l'Italie et la France, c'est le projet du Lyon-Turin. J'ai volontairement pris ce projet parce qu'il lie l'Italie et la France, et parce que le train, c'est bien. Et parce que si je vous avais parlé de voitures et d'avions, peut-être certains d'entre vous auraient été d'accord, ça pollue. Mais le train, comment ça pollue ? Le problème, c'est qu'on voit la ligne en gris qui est tortueuse comme ça, et puis on voit la ligne en rose qu'on veut faire. Et ça paraît génial, on va aller beaucoup plus vite, tout ça et tout. Le problème, c'est que c'est un projet à 26 milliards, Cour des comptes 2010, avec énormément de tunnels, dont un de 57 km. On ne sait absolument pas ce qu'on va trouver. D'ailleurs, ils ont commencé à creuser et ils se sont cassés la tête. On va s'attaquer aux Alpes pour gagner soi-disant 2 heures entre Lyon et Milan. En réalité, on ne va pas gagner 2 heures, mais beaucoup moins, pour quelque chose qui est totalement inutile. La ligne de chemin de fer a été modernisée. Elle peut prendre tout le fret que vous voulez sur la route. Et même lorsque les gens ont l'impression d'étouffer, pour ceux qui habitent à Chambéry, etc., je connais très bien le discours, il y a effectivement beaucoup de camions qui passent et beaucoup trop. Eh bien, c'est parce qu'on a fait exprès de les faire passer par route pour ne pas les mettre sur le train, pour asphyxier les gens, pour qu'ils disent absolument je veux le train. Donc, il y a toute une réflexion critique. Le business, c'est bien, j'adore ça. Le train, c'est bien, j'adore ça. Mais il y a peut-être parfois une contradiction insurmontable avec la préservation de l'environnement. Je ne vous parle pas de deniers publics. Je pourrais faire un focus s'il y a des questions sur ce chantier. Le deuxième dans la typologie, deuxième grande activité éco-mafia qui alterne l'environnement, c'est effectivement le trafic de déchets. Et c'est pour moi un paradigme, un cas d'école de mondialisation criminelle. Et je fais mienne, encore une fois, cette définition, cet exposé de l'Atlas des mafias, de 2 universitaires. Des milliers de tonnes de déchets chimiques, électroniques ou industriels sont chaque année exportés illégalement vers l'Asie et l'Afrique pour être recyclés ou simplement abandonnés. Nos déchets. Les acteurs de ce trafic sont à rechercher parmi les sociétés spécialistes de la gestion des déchets. Et encore, ils sont pudiques, ils ne parlent pas de ceux qui se séparent des déchets. Moins dans les organisations criminelles. Les organisations criminelles, les mafias se livrent à des trafics surtout locaux. Alors, locaux, ça peut être à certaines échelles de l'Italie vers la Roumanie.
hein, bien sûr, vers l'Albanie, par exemple pour les derniers flux que j'ai étudiés. Les raisons, la production croissante de produits polluants, l'insuffisance de capacité de traitement des déchets toujours plus nombreux et le renforcement des réglementations, vous vous souvenez, l'effet ciseau, voilà, qui accroît les coûts, sont à l'origine de ce phénomène. Ils n'ont pas précisé, j'aurais précisé, et la baisse de la capacité de juguler ces phénomènes, y compris par la répression, car il n'y a quand même pas beaucoup d'unités spécialisées pour lutter contre ces phénomènes. Alors, le cycle des déchets en Italie, il est connu. Un mafieux de la mafia napolitaine a dit « Les ordures valent plus que de l'or ». Alors, en réalité, il n'a pas dit ça devant la commission parlementaire anti-mafia en 1995. Il a dit les déchets rentrent dans la décharge et il en sort de l'or. D'abord, je trouve ça beaucoup plus poétique. En plus, avec l'accent napolitain, c'est très chaud. C'est beaucoup plus vrai, on va voir pourquoi. Les raisons structurelles, l'action humaine qui a été multipliée par 10, 2 fois plus de population, 5 fois plus d'énergie consommée. Depuis 1989, la chute du mur de Berlin, tout un pan de l'Est qui s'est ouvert à l'économie de marché, donc qui produit des déchets. Le paradigme italien, il est connu. Il y a 20 ans, quand on s'est penché sur ces questions, 108 millions de tonnes de déchets, mais j'attire votre attention, 28 millions de déchets ménagers, 80 millions de déchets industriels. La problématique, elle se joue dans l'industrie, pas vraiment dans les déchets ménagers, même si ça compte. Pourquoi je dis ça en guise de provocation devant vous? Parce que vous avez tous vu ces images de Naples, avec les déchets qui inondent la rue, les déchets ménagers, et on se dit, mon Dieu, déjà les Napolitains sont sales, alors que non, ce n'est pas vraiment le problème, on va voir quel est le problème. Et puis, oui, il y a eu un problème de déchets ménagers, il y en a encore dans la province de Naples, plus dans Naples même, mais le problème, c'est les déchets industriels, en fait. Pendant des années, une seule politique en Italie, la mise en décharge. Comparaison des paraisons, la France a fait un choix, comme d'habitude, très volontariste, comme avec le nucléaire, etc. Nous, on a fait des incinérateurs. Et, comme vous le savez, les incinérateurs, malgré leurs filtres fantastiques, continuent de laisser passer des particules empoisonnantes pour l'être humain et la nature. Et puis, contrairement à ce qu'on pense, le plastique n'est absolument pas recyclable. Voilà, c'est la vérité. On veut tous se mentir, mais ce n'est pas possible. Donc, il va falloir faire sans plastique. Et ça, comment? Alors, ce qui est très intéressant avec les enquêtes de la magistrature italienne et de leurs policiers spécialisés, du Corpo Forestale, puis des carabiniers, c'est qu'ils vous ont fait une typologie du traitement illicite. Alors, encore une fois, ce qui est génial avec l'Italie, c'est que voilà, tout est accessible. Alors, ce qu'on peut faire quand on a des déchets illégaux, c'est les abandonner sur la voie publique. Et c'est donc les images que vous avez de ces tonnes de déchets qui vraiment sont plutôt bien mis le long de la route, ils ne bougent pas la circulation, en Sicile, à Naples, etc. Souvent avec le contrôle de la mafia qui contrôle le territoire. Je peux vous raconter une anecdote. Quand j'ai fait des images à Naples pour France 5, on va filmer ces déchets et je savais que la mafia napolitaine donnait cette mission aux Roms de contrôler qui faisait les déchets, puis eux, ils pouvaient, les Roms, qui sont toujours la dernière roue du carrosse, peuvent donc se servir et prendre des éléments en métaux qui les arrangent, etc. Bien, nous faisions des images depuis 10 minutes, qu'un camion, vous savez, c'est les mêmes camions bulgares et roumains qui passent chercher vos monstres devant vos pavillons, et bien le même camion avec des Roms est passé à fond à côté de nous pour nous intimider. C'est ce qu'on appelle le contrôle du territoire mafieux, mais il a été délégué là aux Roms parce qu'il s'agit des poubelles. Plus ingénieux, ces déchets, on peut les déverser dans une carrière, souvent une carrière qu'on a creusée illégalement pour le ciment et la pierre. Ceux qui ont vu le film Gomorrah, on voit comment des professionnels vont chercher des déchets toxiques, les mettre dans une carrière et les recouvrent. C'est ainsi que des déchets toxiques sont vraiment enterrés depuis des années en Italie. On en trouve régulièrement et on est obligé de tout les faire. Alors, pour les déchets toxiques, il peut y avoir quelque chose de plus malin avec un tour de magie, c'est-à-dire que précisément, on peut les déposer dans des décharges légales. Comment? Eh bien, je pars de mon usine, j'ai des déchets toxiques, je vais voir l'administration, l'expert, le spécialiste qui est payé pour dire c'est un déchet toxique ou dangereux ou pas trop dangereux ou ménager, et lui, le tour de magie, il change l'étiquette sur le camion. Par la corruption, évidemment. Alors, le camion, avec ses déchets industriels,
va dans la décharge légale napolitaine et on remplit la décharge de déchets ménagers légale de déchets industriels. Et quand les camions arrivent avec les déchets ménagers, il n'y a plus de place. Et donc, les camions restent les uns derrière les autres et les déchets s'entassent à Naples. Et on dit que c'est de la faute des Napolitains qui jettent leurs déchets par terre, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est parce que derrière, vous avez tout un système économique qui repose sur le fait qu'on ne sait pas trier les déchets. Plus grave, on peut les employer comme fertilisants, ça c'est assez sympa, encore une fois Eric en a parlé, merci pour avoir parlé de nos ruminants empoisonnés. Bon, on a un peu exagéré, hein. La mozzarella bleue, pour ceux qui ont lu la mozzarella bleue sur certains articles, ça n'a jamais existé. Il faut arrêter de se faire peur, voilà. Mais j'ai des images, je montre à mes étudiants, j'ai des images du Corpo Forestale, donc l'OCLAESP en France, hein, les gendarmes qui luttent contre le trafic de déchets, camion qui déverse les déchets dans une exploitation agricole. On a les images en Italie sur YouTube. Comparaison n'est pas raison. Si un jour on a ces images en France, ouf, qu'est-ce que ça sera super. Plus subtil encore, abandonné dans des hangars de propriété inconnue. Alors ça, c'est génial. C'est-à-dire que on repère une entreprise qui a déposé le bilan. Il y a encore son hangar. Avec la complicité de l'ancien propriétaire ou pas, on va mettre les fûts dans le hangar. Et là, pendant 10 ans, 15 ans, rien, jusqu'un jour, on voit quelque chose qui fuit, ou quelqu'un qui rachète le hangar, ou un contrôle inopiné, que sais-je encore, on découvre les fûts toxiques ou les déchets industriels. Sauf que pour remonter au propriétaire, il est trop tard. L'entrepreneur a déposé le bilan, il est mort, d'ailleurs il a eu le cancer parce qu'il était de la région. C'est assez subtil parce que ça permet de retarder la découverte de l'infraction. Et ça, c'est plutôt bien fait. Et puis, vous avez bien sûr brûlé. On revient aux décharges illégales sur la route où les Roms ont le droit de mettre le feu aux déchets avec une pratique subtile. Il faut mettre un peu de pneus au début, puis les déchets ménagers après, parce qu'avec les pneus, ça brûle tout le temps. Et puis comme ça, il y a des émanations toxiques qui vont partout et toute la population attrape le cancer. Et ça, c'est tellement universel qu'on s'en fiche. Alors, j'avais quelques slides qui seront utiles peut-être pour le débat, s'il y a besoin. Mais vous avez vu, on a une échelle mondiale, une échelle italienne, et puis on peut réduire encore l'échelle. On peut faire des cas d'école, de cas d'école, de cas d'école, des paradigmes, de paradigmes, de paradigmes. J'adore employer le mot de paradigme, hein, c'est pour faire croire que je suis à l'université. En réalité, ça veut dire des exemples exemplaires. Et on peut prendre le cas de la compagnie, dont je vous ai déjà parlé, et on peut réduire comme ça, et vous montrer à une autre échelle comment ça fonctionne. Et si ça paraît criard en Italie et en Campanie, je peux vous assurer que, en fait, quand on a le mécanisme en tête et quand on commence en comparaison des paraisons, mais la France n'a beaucoup moins de problèmes de déchets ménagers sur la voie publique, encore que c'est en train de changer, encore que l'abandon de déchets dans les forêts, c'est de plus en plus fréquent et les élus locaux s'en plaignent. J'ai vu monter cette plainte. Et puis, bon, je suis désolé, on a le problème du nucléaire en France. Hein. En Italie, on a fait le choix par référendum en 88 de ne pas avoir de nucléaire. Ben, en France, on ne sait pas quoi faire de ces déchets, donc on les envoie en Allemagne. On construit des sites d'enfouissement à Bure. Mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas quoi en faire. Quelques représentations en carte et après je m'arrête. Vous avez cette très belle carte de l'Atlas des mafias, encore une fois, où on voit très bien que c'est plus l'Italie du Nord et du Centre qui est industrielle, qui se sépare de ces déchets dans le sud de l'Italie, à Naples. Industrie sidérurgique, métallurgique, pétrochimie, automobile, aéronautique, chantier naval. Ce qui me permet de dire, pour ceux qui ne connaissent pas l'Italie, que ce n'est pas du tout un pays du Sud, ce n'est pas du tout un pays de Bachi-Bouzouk, c'est une des premières puissances industrielles au monde. On produit énormément en Italie et énormément de produits toxiques, du plastique. Toutes vos télécommandes pour ouvrir vos portails électriques sont faites en Italie. Et c'est un problème que c'est aussi une économie basée plus sur la petite et la moyenne entreprise, qui a donc moins de fonds quand il faut changer de modèle économique, quand il faut recycler ses déchets. Et en plus, vous avez la mafia. Et donc là, on se sépare des déchets dans l'île. Donc cette carte est assez représentative. Alors, je montrerai d'autres choses si on a le temps, dans le débat, si le thème vient devant. Mais en conclusion, on a
la criminalité environnementale, qui en Italie comme ailleurs est un problème de sécurité et de santé publique. Les taux de cancer sont 20 fois supérieurs dans la région où on brûle les déchets, mais pas que. Cette criminalité est liée à un marché, le marché de la loi. Parce qu'on a du mal à travailler à différentes échelles. J'ai travaillé avec les gendarmes français, les lois italiennes ne sont pas les lois françaises. Alors, si vous pouvez prendre du remblai, faire du terrassement, et si vous ne dépassez pas ça du camion, vous avez le droit de passer la frontière, etc. Bon, en fait, tout est fait pour contourner facilement la loi. Nous avons un monde, vous avez des lois qui sont peu respectées dans l'ensemble. Elles ont cru, mais elles sont peu respectées. Donc, cette contrainte fait que là, le crime organisé peut agir. Le monde économique semble incapable d'accepter ces lois. C'est trop compliqué. Les scandales du diesel, le bois, tout ça. Voilà. Et la nature leur appartient. Il faut comprendre le mode philosophique, parce que c'est un problème culturel qu'il faut changer. Il ne s'agit pas de juste dire du mal du monde économique. Voilà, il faut bien aussi qu'on vive. C'est jusqu'ici, on croyait que les ressources naturelles étaient à notre disposition. Et ça n'a pas encore changé dans les mentalités. Donc, nous avons une parfaite convergence en Italie entre les mafias, les milieux économiques, le secteur de l'administration. Et les entrepreneurs, les cols blancs sont les véritables moteurs. Ce sont les entrepreneurs qui ont demandé à se soulager de leurs déchets, ce ne sont pas les mafieux qui sont allés voir les entrepreneurs. Et nous avons ici un symbole parfait de la mondialisation. Les paradis fiscaux ne sont jamais loin, puisque les carabiniers ont à chaque fois démontré que ces entrepreneurs ne payaient pas l'impôt, faisaient des montages, plaçaient de l'argent à Monaco, etc. Et qu'on retrouvait les déchets de ces paradis fiscaux, monégasques et luxembourgeois, dans le sous-sol de Naples. Il n'y a pas que des déchets italiens dans le sous-sol de Naples. On a retrouvé des déchets hospitaliers de toute l'Europe, de la France et de l'Italie. Gardons espoir, chers amis, gardons espoir. Après ce tableau, quand on parle de criminalité, c'est toujours terrible. Gardons espoir. En Italie, il nous arrive d'abattre ces éco-monstres. Donc, parfois, on gagne. Ici, le fameux devant la Scala dei Turchi. Voilà. Et puis, parfois, on gagne encore plus, puisque quand on saisit cette villa dans une situation horrible, qui avait des animaux et qui les maltraitait pour faire des courses de chevaux, parce qu'on fait des courses de chevaux clandestines en Italie du Sud, je vous dis, il faut du panache pour l'Italie du Sud, eh bien, on saisit la villa et aujourd'hui, elle va accueillir, si vous voulez, une espèce de chenil pour animaux recueillis. Ça s'appelle l'usage social des biens confisqués et figurez-vous qu'on va bientôt pouvoir faire ça en France. Donc, je suis certain que Eric et moi, nous aurons bientôt un local dans un bien saisi à un évadé fiscal. Je vous remercie. Alors, merci Fabrice. Alors, je ne sais pas où sera ce local, si c'est plus dans ma région ou la tienne, peut-être plus dans la tienne quand même. En tout cas, merci. Alors, pour terminer, tu parles de l'Italie. Hein, je signale quand même que justement l'assassin du juge Falcone devrait être libéré dans quelques jours. Qui travaillait pour le fameux Totorina, donc qui est au cœur de tout ce que tu nous décris aujourd'hui. Alors, pour terminer, pour boucler la boucle finalement et revenir à notre titre de départ, on a vu en introduction le rôle, en tout cas j'ai abordé le rôle des paradis fiscaux. Alors, c'est quoi finalement ce rôle par rapport au sujet d'aujourd'hui? Il y a une première chose à avoir en tête, c'est qu'on n'a pas de blanchiment, enfin s'il n'y a pas de blanchiment, il n'y a pas de crime. Alors c'est évidemment un raccourci, mais il faut comprendre aujourd'hui que la criminalité dont a parlé Fabrice, plus particulièrement sur l'Italie, mais toutes les mafias dans le monde, aujourd'hui sont obligées de blanchir l'argent, c'est-à-dire de donner une apparence légale à de l'argent qui a été gagné illégalement. Et ça, c'est depuis Al Capone, puisque Al Capone, comme vous le savez, est tombé grâce à Elliot Ness, inspecteur des impôts, qui l'a fait tomber pour fraude fiscale. L'idée, c'est qu'on ne peut plus utiliser l'argent du crime impunément, c'est-à-dire on ne peut plus l'utiliser directement. En tout cas, ça devient très compliqué puisqu'on serait repéré tout de suite et donc le risque serait trop grand. Il faut passer depuis maintenant plusieurs décennies, et ce de plus en plus rigoureusement, par des montages internationaux, financiers, par des montages d'entreprises, par des investissements pour donner cette apparence légale à ce que nous avons gagné de manière criminelle.
Donc, aujourd'hui, on peut se dire que s'il n'y avait pas de blanchiment, le crime, enfin en tout cas si on arrivait à lutter contre le blanchiment, on arriverait à lutter très fortement contre le crime. Et s'il y a du blanchiment, c'est parce qu'il y a des paradis fiscaux. Alors, on parle toujours des paradis fiscaux et on les montre du doigt parfois, ou comme je disais, on met en avant leur nécessité et leur utilité. C'est parce qu'on s'arrête vraiment à l'aspect stricto sensu du mot fiscal. En fait, ce sont des paradis fiscaux, bancaires et réglementaires. Et ce qui va intéresser les criminels, c'est justement l'aspect bancaire et réglementaire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire passer de manière très discrète par les paradis fiscaux des flux d'argent qui ont été gagnés illégalement. Et donc, comme c'est un paradis bancaire, ça ne se saura pas. Et comme c'est un paradis réglementaire, en fait, les autorités locales se fichent totalement de savoir que vous avez gagné cet argent par un crime ou un délit. Ce qu'il faut, c'est surtout que ce crime ou ce délit ne soit pas perpétré sur le territoire. Tant que c'est fait ailleurs, tout va bien. Et donc, vous voyez un peu par ce syllogisme, pas de blanchiment, pas de crime, pas de paradis fiscaux, pas de blanchiment. Et donc, on s'aperçoit que les paradis fiscaux sont au cœur de la criminalité internationale et notamment de la criminalité environnementale. Et donc, pour terminer, eh bien, finalement, qu'est-ce qu'on trouve dans les paradis fiscaux? On va trouver, entre autres, l'argent de la corruption, et ça, Fabrice en a parlé d'ailleurs longuement aussi. La corruption, c'est ce qui permet aussi de contourner justement la réglementation environnementale. C'est ce qui va permettre à certaines multinationales de faire ce qu'elles n'ont pas le droit de faire parce que le dirigeant du pays a été corrompu et leur permet justement d'exploiter, de surexploiter la forêt, le sous-sol. C'est aussi les flux financiers criminels et délictueux et donc dedans, on va trouver évidemment les flux qui proviennent de tous les crimes environnementaux qu'on a pu voir. Et puis les paradis fiscaux, c'est aussi le blanchiment, c'est-à-dire que c'est grâce aux paradis fiscaux qui servent en quelque sorte de lessiveuse que tout cet argent revient dans notre économie et va en quelque sorte la polluer elle aussi, puisque, alors là je ne vais pas développer, ce n'est pas le sujet, mais cet argent qui est blanchi va créer des distorsions de concurrence et des déséquilibres économiques dans notre monde. Donc on voit ici l'impact des paradis fiscaux. Si il y a des mafias du sable, c'est parce qu'elles peuvent blanchir l'argent du sable dans les paradis fiscaux. S'il y a des espèces protégées qui sont abattues ou vendues, c'est parce que cet argent va pouvoir passer par les circuits internationaux via ces territoires opaques, etc., etc. Et donc, on s'aperçoit, quand on voit l'impact de toutes ces dérégulations, de tous ces délits, de tous ces crimes sur notre environnement, on a parlé d'érosion, on a parlé de biodiversité, on a parlé de dérèglement climatique, l'abattage, la surexploitation des forêts tropicales, eh bien, on s'aperçoit finalement que c'est parce qu'il y a à un moment donné des territoires qui acceptent ces flux financiers criminels liés à l'environnement, que ces crimes contre l'environnement peuvent se perpétrer et être pérennes. Et donc, on voit immédiatement qu'il y a un lien direct, on parle assez des forêts amazoniennes et malgaches, on voit bien l'impact direct malgré toutes les réglementations, toutes les mesures que l'on peut prendre pour protéger notre environnement, et bien justement, et ça Fabrice l'a parfaitement expliqué, plus on protège l'environnement, plus c'est monnayable, et donc plus ça intéresse les mafias qui en profitent, et elles en profitent parce qu'il y a des paradis fiscaux qui permettent à ces flux de circuler à travers le monde. Voilà ce que nous avions à vous dire, Fabrice et moi, aujourd'hui. Et donc, si vous voulez aller plus loin, évidemment, nous avons à vous proposer quelques lectures bien pensées. Et maintenant, puisqu'il reste un peu de temps, je laisse la parole à Thaddée pour la séance des questions-réponses. Merci à vous tous, en tout cas.